Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour débriefer ensemble le match, le Classico, le Real Barça de ce week-end, qui a été un match assez intéressant. Je ne vais pas dire un grand match, je ne vais pas dire un match extraordinaire, ça serait mentir. Je veux dire, on a tous été habitués à des matchs opposant ces deux équipes-là, bien meilleurs et que ce soit tactiquement, techniquement même. Et en termes d'intensité, on a été habitué à des matchs quand même meilleurs, quoi, tout simplement, avec plus de, je sais pas, plus de magie. Ça a été un bon match, mais ça n'a pas été non plus quelque chose d'extraordinaire, enfin à mon sens. Assez déçu d'ailleurs de la performance du Barça, qui s'explique peut-être par de la fatigue. On va le voir après dans les images que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. Côté du Real, j'étais un peu déçu de leur prestation face à Manchester City. J'étais resté un peu sur ma faim. Là, ils ont rééquilibré certaines petites choses, on l'a senti, et ils ont réussi à taper là où ça fait mal sur le côté du Barça, dans le dos des latéraux notamment. Et surtout, cette équipe m'a impressionné de par son intensité, avec des joueurs de toute façon comme Vinicius, pas Vinicius, pardon, je pensais à lui, mais non. Comme Casemiro, pardon, comme Valverde au milieu de terrain, Carvajal, Sergio Ramos, mais même Vinicius qui a apporté aussi beaucoup défensivement. Je trouve que son côté, il a été très intéressant. Avec le ballon, je le trouve encore assez limité dans ses choix. Et d'ailleurs, à part l'occasion du but, je trouve qu'il a eu pas mal de difficultés devant Nelson Semedo. Mais dans son intensité, cette équipe-là, dans son pressing à la perte de balle et pour la récupérer, c'est vraiment une équipe très intéressante, le Real Madrid. Ce qui la pousse du coup, parce qu'elle fait ça, je pense, un peu plus avec le cœur qu'avec la tête, qui la pousse parfois à laisser des trous dans la défense, à dézonner un petit peu, à laisser pas mal d'espace. Ça peut être compliqué face à une équipe avec un peu plus de qualité. Mais c'est vrai que le Barça, du coup, n'a pas été extrêmement dangereux à part à 2-3 occasions. J'ai identifié quelques problèmes, donc je vous parlerai après. Tout d'abord, le schéma du Barça, assez simple, 4-3-3, avec Messi, donc avec Valverde qui se baladait un peu sur le côté droit et qui venait fermer presque sur un 4-4-2 sans ballon. Vidal, pardon, sur ce côté droit comme ça. Mais c'est un système en fait qui commence un peu à être compliqué parce que le Barça n'a pas les joueurs pour en fait. Vous allez le voir après en image, ça sera beaucoup plus simple, mais il n'a pas de joueurs qui percutent devant. Déjà. Et ensuite de ça, cette équipe vit obnubilée par Messi. Messi est pour moi, selon ma vision du football, le meilleur joueur du monde et sûrement le meilleur joueur de l'histoire, ma vision personnelle. Mais sa liberté, la liberté qu'on veut lui donner, finalement, va à l'encontre finalement du collectif. C'est-à-dire que quelque chose qui est fait pour soi-disant faciliter le collectif, elle crée des problèmes. On l'a vu sur des actions où les joueurs, au lieu de partir vers l'avant, regardez où était Messi pour lui donner le ballon. Il faut que cette équipe-là inclue Messi dans son système, oui, qui lui donne de la liberté, comme il avait par exemple avec Pep Guardiola, où il jouait en faux neuf et il avait la liberté, mais sans être... Je veux dire, si la meilleure solution c'est d'y aller en 1 contre 1, il faut y aller en 1 contre 1. Cruyff disait tout le temps que la première chose qu'il faisait, c'était... la première chose qu'il voulait, c'était des joueurs qui soient capables de gagner des 1 contre 1. Et dans cette équipe, j'ai l'impression que déjà, c'est pas que personne n'est capable, mais en tout cas, personne ne tente des 1 contre 1. On a vu Griezmann plus d'une fois face à Carvajal, et il n'a pas essayé de le déborder. Nelson Semedo face à Marcelo, il n'a pas essayé de le déborder. De Jong au milieu de terrain, il n'a pas essayé de déborder les milieux adverses. Je dis pas que ça va passer, mais au moins tenter de créer des décalages. Là, cette équipe-là, elle a la balle. Elle a une position qui est absolument stérile, qui ne crée rien parce que devant, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement dans la profondeur. Les mouvements pour venir demander ballon entre les lignes, c'est très important et vous savez que je fais très attention à ça. Mais ce mouvement-là, il est fait pour créer des décalages, pour qu'un défenseur le suive et que ça crée un espace, pour recevoir, retoucher derrière et libérer un joueur dans l'espace derrière. Et cette équipe-là, aujourd'hui, est incapable de faire ça. Donc cette possession est stérile, elle ne sert à rien et c'est chiant. Voilà. Et deuxième petite chose aussi par rapport à Cruyff, je disais que sa volonté première c'était des joueurs capables de gagner les 1 contre 1. Et lui et Pep Guardiola disent tout le temps que disaient pour Cruyff que quand ils construisaient leur 11, les premiers joueurs qu'ils plaçaient c'était les ailiers. Et après ils construisaient l'équipe. Et Pep Guardiola, dans toutes les équipes qu'il a coachées, que ce soit le Barça, que ce soit le Bayern, que ce soit Manchester City aujourd'hui, il a toujours eu des ailiers. Toujours. Et en quantité.
Il a eu Samuel Eto'o et Thierry Henry qui jouaient à ce poste-là dans sa première période Barça. Puis ensuite, il a eu Pedro et Villa. Puis ensuite, il a eu du Alexis Sanchez. Il avait toujours plein de joueurs. Et même quand c'était des joueurs un peu adaptés comme Andrés Iniesta, c'était des joueurs capables en 1 contre 1 de prendre le ballon et d'aller provoquer l'adversaire avec un dribble, avec une accélération, avec quelque chose. Quand il est allé au Bayern, Ribéry, Robben, Coman, même Müller quand il jouait à ce poste-là, c'était des joueurs de débordement qui étaient capables de au moins provoquer l'adversaire et de tenter des choses comme ça. À Manchester City, pareil, Bernardo Silva, c'est pas un joueur très rapide dans l'espace, etc., mais c'est un joueur en dribble, de par ses crochets courts, etc., capable de provoquer le latéral adverse. Des Leroy Sané, des Gabriel Jesus qui jouent aussi à ce poste-là, des Mahrez, des Sterling, des joueurs qui sont capables de provoquer et qui écartent le jeu, qui donnent de l'ampleur au jeu. Aujourd'hui, le Barça, à part Dembélé qui est blessé, n'a aucun joueur de ce profil-là et ce n'est pas normal que déjà dans un effectif entier, le Barça n'ait qu'un seul joueur avec ces caractéristiques-là. Première chose. Donc ça, c'était pour le Barça. Pour le Real, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui a trouvé, je pense, son système de jeu, qui a trouvé ses hommes de base, avec pour moi Valverde qui a fait un match très intéressant dans l'intensité, dans la projection justement, dans l'abattage du travail défensif. C'est un joueur vraiment ultra complet. C'est pas le meilleur joueur, mais pour moi, il est vraiment très très fort dans les périodes de transition, que ce soit offensive et défensive. Il se donne beaucoup et intelligemment. Benzema entre les lignes, dos au but pour ouvrir des espaces justement pour les joueurs qui débarquent sur les côtés, c'est un chef-d'œuvre, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde dans ce registre-là. Ensuite, Kroos, égal à lui-même. Et puis après, des joueurs comme Casemiro, comme Sergio Ramos, qui ont de l'intensité et qui donnent et qui provoquent et qui se projettent et qui sont des joueurs d'équipe vraiment très importants et essentiels. Donc ça, c'était un peu pour l'explication. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai adoré Benzema qui demandait beaucoup entre les lignes et surtout proche du central et du latéral adverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le central latéral venait le couvrir et ça libérait des espaces, tantôt pour Valverde ou pour Carvajal ou pour Isco sur le côté droit, sur le côté gauche pour Vinicius et pour Marcelo. Bref, il a été très intelligent dans ce registre-là et il a créé de nombreux décalages. Je vais vous montrer après. D'ailleurs, les 2 buts viennent d'actions sur les côtés. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication avec le tableau et sur mon avis sur le match. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les images de ce fameux Classico avec certains petits extraits que j'ai sélectionnés pour vous. Et voilà, du coup, je vais vous montrer certaines images. On va commencer d'abord par le fameux dos des latéraux. Comme je vous disais, Benzema était incroyable. On voit ici, il vient demander proche de Nelson Semedo avec Vinicius en plus. Et personne ne s'occupe de Marcelo. Et Marcelo peut recevoir le ballon tranquillement dans le couloir. Et après, on se retrouve même avec une situation de 3 contre 1 dans cette zone-là. Donc, c'est la supériorité. Là, on voit d'ailleurs sur l'action juste après, Marcelo reçoit le ballon, Vinicius est déjà là. C'est Nelson Semedo qui est parti sur lui. Et on voit tout de suite la supériorité. Vinicius peut recevoir le ballon tranquillement dans le dos du latéral adverse. Encore une fois ici, on voit les deux mêmes qui viennent demander dans cette zone-là pour bloquer un petit peu Nelson Semedo. Et vu que personne ne fait le travail sur le couloir côté Barça, Marcelo peut recevoir le ballon sans difficulté. Ici, Benzema, il demande le ballon entre les lignes. Nelson, un des défenseurs centraux est sorti sur lui, du coup ça crée un décalage et il peut tranquillement jouer sur Vinicius qui en plus est très rapide dans ces espaces-là pour attaquer ces espaces-là et pour créer des décalages. Encore une fois ici sur une période de contre, et vous allez voir après la différence avec le Barça qui manque de profondeur. Vous voyez le nombre de joueurs qui se projettent, on voit Marcelo d'un côté, on voit Vinicius ici, on voit déjà ici un autre joueur qui est ici entre les lignes en train de déjà apparaître. Bref, c'est beaucoup d'options vers l'avant pour jouer vers l'avant et pour créer des décalages dans la défense adverse. Ici, on voit Benzema qui demande le ballon. Alba qui hésite, je vais sur lui, je ne vais pas sur lui. Il va pouvoir toucher en une touche de balle Valverde pour recevoir le ballon dans les meilleures conditions possibles. Là, on a l'impression que c'est un copier-coller, mais non, c'est bien Vinicius et Benzema encore dans la même zone et Marcelo qui a tout le couloir pour recevoir le ballon. Deuxième mi-temps, ça ne change pas. Benzema toujours dans cet espace-là. Voilà, pour venir embêter un petit peu la défense adverse. Et ici, c'est Marcelo. Regardez bien la hauteur de Marcelo dans la construction du jeu. C'est absolument énorme et vous allez voir que ce n'est pas du tout ça du côté du Barça. Là, Benzema qui va fixer et emmener avec lui le défenseur pour avoir l'espace ensuite de décaler Vinicius sur le côté gauche et le laisser pratiquement dans une situation beaucoup plus simple. En tout cas, pas de 1 contre 1 avec le goal, mais une situation beaucoup plus simplifiée.
Et là, encore une fois, un compte, vous voyez 1, 2, 3, 4 joueurs qui se projettent en plus du porteur de balle qui est Carvajal et de la défense du Barça qui en plus physiquement, le Barça à partir de l'heure de jeu à peu près a complètement baissé et a craqué complètement physiquement. Ils se sont fait manger par les joueurs du Real qui ont mis beaucoup plus d'intensité et de vitesse dans le jeu. Et là, c'est sur l'action du but. On voit encore Benzema qui vient, Nelson Semedo qui vient sortir sur lui, alors que c'est pas lui certes, mais en même temps, il n'y a personne pour le faire, hein, parce qu'on voit que la défense est un petit peu trop éloignée. Piqué devrait être beaucoup plus proche ici. La défense est un peu loin. Aucun milieu défensif ne vient fermer. Donc du coup, vous voyez que même Kroos, il a le temps d'indiquer « Ah, prends cet espace, t'inquiète, vas-y ». Braithwaite, il est de dos à Vinicius et à son but. Donc quand le ballon va partir, le temps qu'il se retourne, c'est cuit, c'est passé, la balle elle est passée, c'est terminé pour toi. Et donc Vinicius, après, il a tout le temps d'ajuster, avec un petit peu de chance, hein, mais d'ajuster le gardien. Mais c'est le décalage de Benzema qui va demander le ballon dans cette zone-là. Et il l'a fait, comme vous l'avez vu, pendant tout le match. Hein. Cette zone-là, il l'a demandé tout le match. Et tout le match a été la même erreur côté Barça. Côté Barça, ça a été le manque de profondeur. Hein, pour moi, le moment clé. Il y a des Nelson Semedo ici qui a la balle. Et tout le monde demande. Alors dans des bonnes zones, hein, il n'y a pas de problème sur ça, le positionnement est plutôt bon. Mais Vidal ici, s'il fait un appel, ça peut créer un décalage. Là, on a Messi et Arthur qui demandent dans la même zone. Mais si Messi ou Arthur demandent ici, eh ben, il y a une possibilité de 1-2, un peu comme dans l'action de Benzema précédemment. Un 1-2 pour trouver Nelson Semedo dans le dos de Marcelo. Bref, il n'y a pas cette volonté de demander le ballon un peu plus haut. Ici, vous voyez, contre... Griezmann reçoit le ballon, Frenkie de Jong pourrait prendre le couloir, mais il ne le fait pas. Il reste en place et personne, et on revient, on rejoue à la balle. Jouer à la balle, c'est bien, la possession, c'est bien, et c'est le football que moi, en tout cas, j'apprécie. Mais quand il y a de l'espace et quand il faut attaquer et mettre de la vitesse, c'est essentiel. Parce que juste jouer à la balle, c'est absolument impossible d'arriver au but adverse avec juste ce jeu-là. Là, on voit pareil, un défenseur qui est sorti, beaucoup d'espace, Carvajal qui est sorti ici. Vous voyez, il sortait très haut. Valverde qui ne ferme pas dans cet espace-là. Griezmann pourrait prendre cette profondeur-là pour essayer au moins de créer un décalage ou de recevoir le ballon dans cette zone-là. Ou Alba pourrait également faire un appel, mais non. On va continuer de faire tourner, de jouer, mais sans à un moment donné avoir cette volonté d'arriver au but adverse. Pareil ici, vous vous rappelez tout à l'heure de la hauteur de Marcelo. Là, Alba se positionne ici, alors que il peut être, en recevant le ballon ici, il peut être contrôlé facilement par Valverde, qui est en dessous de lui. Par contre, s'il demande un peu plus haut et qu'il reçoit le ballon dans la course, là, il peut créer des décalages. Pareil pour De Jong, il peut essayer de faire un appel dans le dos de Valverde, mais non, on reste en position, on demande dans les pieds. Les positionnements, encore une fois, sont bons. Vous voyez des joueurs entre les lignes, dans les espaces. On voit Nelson ici qui donne de la largeur pour écarter un peu le bloc adverse. Mais ça ronronne, personne à un moment donné n'essaye de casser. Si par exemple les deux attaquants, s'il y en a un qui demande dans les pieds un peu plus bas, l'autre peut profiter de cet espace-là. Mais ce n'est pas le cas, tout le monde demande dans les pieds, on a l'impression que cette équipe est fatiguée et n'a pas la force de demander dans l'espace et de courir. Ici c'est un des rares cas où Nelson Semedo a demandé la balle un peu dans la profondeur et fait un appel ici et ça s'est terminé en occasion. Ce n'est pas un hasard. Ici vous voyez Griezmann, il a la balle, position de contre. Il est tout seul ici avec Carvajal. On voit deux joueurs côté opposé. Vas-y, tente. T'as rien à perdre. Tente ton 1 contre 1 avec Carvajal. Tu essaies de le dédoubler. Tes deux coéquipiers vont rentrer dans la surface. Tu pourras tenter un centre. Tu peux tenter quelque chose. Non, il va revenir en arrière et retourner sur cette possession stérile. Voilà, là on le voit. Non, c'est même pas la continuité. C'est pratiquement une minute après. Là, 1 contre 1. Alors là, encore plus, vas-y, va en 1 contre 1, fonce sur lui, tente un truc. Non, on garde la balle, on fait tourner, machin, et je regarde en arrière. C'est pas comme ça qu'on peut faire la différence. À un moment donné, il faut être courageux, il faut y aller. À l'époque de Pep Guardiola, un Villa aurait tenté le 1 contre 1, un Thierry Henry aurait tenté le 1 contre 1. Le Real qui a gagné les 3 Ligues des Champions, dans cette position-là, un Ronaldo aurait tenté le 1 contre 1, un Bale aurait tenté le 1 contre 1. Je veux dire, à un moment donné, Griezmann, il faut qu'il prenne aussi ou un Neymar, pour revenir par exemple, pour prendre l'exemple du PSG. Là, c'est la position du 1 contre 1, là, il faut y aller. Alors Griezmann n'est peut-être pas le plus rapide en accélération, mais il a une qualité technique qui peut lui permettre, à un moment donné, on a vu Sergio Ramos faire un débordement. Je pense que Griezmann peut au moins le tenter. Là, pareil, on voit des bons positionnements. Vous voyez des espaces, des joueurs entre les lignes, c'est très bien. Mais Nelson Semedo, prends ton couloir. Tente quelque chose. Griezmann peut tenter une diagonale, au moins pour créer du mouvement. Même s'il ne reçoit pas le ballon, mais ça peut créer quelque chose. Là, c'est de la passe à 10, c'est un taureau arrêté. Et à un moment donné, il faut autre chose pour arriver à la surface adverse. Là, pareil, Messi a le ballon.
Vous voyez l'espace qu'il y a entre les deux centraux, hein, ça fait partie des problèmes du Real d'ailleurs, cette ligne défensive. Vous voyez comment personne ne prend cet espace-là? Messi peut la glisser là. Comment Nelson Semedo ne prend pas cet espace? En plus, on voit que là, s'il fait l'appel, il n'est pas en jeu parce que Varane couvre un peu plus bas que Marcelo. Tente, prends la profondeur, tu es plus rapide que Marcelo. Surtout aujourd'hui où Marcelo a pas mal vu, il y a quelques années, je dis pas, mais là, tu peux la tenter. Là, sur une des rares actions où Messi, lui, en plus qui était un peu blessé, a pris la profondeur, mauvais alignement du Real, on le voit ici, hein, catastrophique. Bref, on voit que Messi a pris la profondeur et c'est la frappe que Courtois sort. Là, pareil, Braithwaite, quand il a rentré, il a apporté un petit peu cette fraîcheur et ce dynamisme. Et c'est une occasion qu'il s'est créée sur l'action tout de suite parce qu'il prend cette profondeur-là. Il a vu l'espace qu'il y avait, Nelson lui met et hop. Mais des appels comme ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu dans tout le match. Là, on voit, c'est sur une dernière action, Messi se fait après rattraper. Mais encore une fois, un appel dans la profondeur et on a réussi par des passes à créer le déséquilibre et on lance la profondeur. Messi, comme je vous dis, je crois qu'il avait une petite blessure à la cuisse ou au genou, je ne sais plus, et s'est fait rattraper par Marcelo. Mais en tout cas, voilà, ça a créé du mouvement et c'est passé quelque chose. Donc ensuite, je vais terminer avec deux petites idées. C'est l'alignement défensif moyen du Real. Là, on voit Sergio Ramos beaucoup plus bas. On voit les trois joueurs ici alignés et il couvre un peu toute la zone. Hein. Si De Jong avait pris un peu son couloir gauche, ça aurait pu être dangereux parce du coup, il couvrait cette zone-là et il était loin pour la récupérer. Là, sur l'action que je vous passais juste après, on voit bien l'alignement un peu, voilà. Voilà, il y a un joueur là, un joueur là, un joueur là, c'est un peu n'importe quoi. Surtout qu'on a des joueurs de dos, donc qui ne peuvent pas se retourner pour prendre la profondeur, pas la bonne orientation du corps. Donc il faut faire attention. D'ailleurs, Messi s'est procuré une action, c'est pas un hasard. Et ensuite, il y a eu le Real a tenté, le Barça pardon, a tenté de demander le ballon derrière le pressing. Donc là, on voit deux joueurs par exemple qui viennent pour attirer le pressing madrilène et on voit deux joueurs qui demandent derrière le bloc. Ça s'est plutôt bien passé en première mi-temps. Là, on voit un deuxième exemple avec deux joueurs qui viennent au pressing et des joueurs qui demandent derrière le bloc. En deuxième mi-temps, Zidane a un petit peu arrangé ça. Zidane a arrangé ça, je pense. Et puis le Barça, physiquement, j'ai l'impression qu'ils n'avaient plus les capacités, comme je vous dis, de le faire. Et là, on voit un pressing déjà où les joueurs sont un peu plus proches et donc beaucoup moins de joueurs libres. D'ailleurs, là, De Jong était libre et puis Carvajal lui vient lui passer devant. Et là, sur cette action-là, on voit Sergio Ramos qui sort sur Vidal. Mais encore une fois, ça rejoint un peu l'idée, c'est que tout le monde demande vers le bas, personne ne demande dans la profondeur. Et en fait, c'est ce décalage-là qui est intéressant. C'est-à-dire qu'un joueur qui descend pour demander la balle entre les lignes, un autre qui demande en profondeur pour créer ce décalage-là. Parce que là, vous imaginez Sergio Ramos qui vient ici pour récupérer le ballon, mais si il fait cette course-là, mais qu'il y a un autre joueur qui prend la profondeur, ça peut créer un décalage. Donc voilà, c'était la petite analyse de ce match. Comme je vous dis, j'ai été un peu déçu. J'ai adoré la prestation de Benzema, comme je vous l'ai dit, et de l'utilisation des qualités. Et sur ça, Zidane est absolument excellent. C'est un peu l'école Ancelotti, hein. Ça a été son joueur à la Juve, puis ça a été son adjoint au Real. Donc c'est un entraîneur qui est capable de mettre les joueurs dans le schéma qu'ils apprécient le plus et dans lequel ils se sentent le mieux et qui a ce feeling-là. Et il arrive voilà, avec un joueur comme Valverde, comme Casemiro, comme Kroos, comme Vinicius, à les mettre dans le système dans lequel ils peuvent exprimer au mieux leur talent. Il y a des lacunes tactiques, la dernière ligne défensive est compliquée, le pressing, ils sont souvent aspirés, c'est pas très organisé, mais en tout cas, ils arrivent toujours à trouver, à mettre en tout cas en valeur leur qualité. Casemiro, cette intensité, elle est très utile au Real, surtout associé à Kroos qui lui a la qualité de passe et la vision de jeu pour ensuite donner les ballons. La verticalité et la vitesse de Vinicius. Benzema entre les lignes, excellent. Bref. Ça a été vraiment un super match. Un super match, un bon match en tout cas dans ce qu'ils savent faire et dans comment ils savent le faire. Je trouve que ça a été très intelligent de leur part. Par contre, côté Barça, pour moi, ça a été un peu plus inquiétant. Inquiétant parce que moi, je continue à dire que Setien est un excellent entraîneur. Aujourd'hui, c'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est l'effectif. C'est un effectif qui n'a pas été construit avec intelligence. À un moment donné, quand on va acheter des stars et pas construire un effectif, eh ben, on a ce genre de problème. Alors c'est beau d'avoir des joueurs qui coûtent très cher et qu'on peut mettre sur la vitrine du club, mais pour moi, par exemple, la meilleure triplette que le Barça a eue devant, c'est Messi, Villa, Pedro. C'était la plus complémentaire, la plus intelligente et celle qui collait le mieux au style Barça. Et aujourd'hui, on n'a personne capable d'apporter de la largeur, de la profondeur, de la vitesse devant.
Et tout dépend de Messi, et comme tout dépend de Messi, les joueurs se le mettent aussi dans le crâne, et du coup, ils sont incapables de prendre des risques sans passer par Messi. Et du coup, le Barça, en plus avec les blessures qu'ils ont et le calendrier qu'ils ont, les supporters du Barça peuvent vraiment être inquiets pour cette deuxième partie de saison. Le Real, en tout cas, voilà, a mérité pour moi sa victoire dans les intentions, même s'ils n'ont pas forcément eu plus d'occasions. Mais en tout cas, j'ai vu plus d'intentions et plus de dynamisme du côté du Real que du côté du Barça. Donc à partir de là, pour moi, c'est une victoire méritée, on peut le dire. Et ils reprennent leur place de leader et puis on verra s'ils vont la garder. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires à mon analyse ou des avis différents, n'hésitez pas en commentaire ou sur Twitter à me faire part de tout ça. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles analyses et pour plein de nouvelles choses. Bisous les copains, à très bientôt.